just a crazy game. Oh, it's lonely at the top. Salut, bienvenue à la 27e partie. Le 7e millénaire se terminait lorsque les fermiers s'implantent en Grèce, le long du Danube, et fondent les premiers villages d'Italie. La complexité de leur société impose de trouver des leaders capables de coordonner leurs efforts et de régler les conflits. Les techniques de construction des fours se perfectionnent autour du besoin de faire de la poterie et sont précurseurs des futures techniques de métallurgie. Le mode de vie des diverses populations humaines partout sur la Terre a bien changé depuis la fin de la dernière glaciation. Chacune s'adapte aux réalités et aux spécificités de sa région. Chacune évolue à son propre rythme. Nous pouvons facilement imaginer des individus apprendre de leurs erreurs, alors que chaque petite communauté tente de résoudre du mieux qu'elle peut les nouveaux problèmes auxquels elles sont confrontées. Il faut toutefois faire attention de ne pas attribuer notre pensée moderne aux hommes du néolithique et se rappeler qu'à chaque époque, les gens d'une même génération ne pensent pas tous de la même façon. En ce qui concerne les fermiers du croissant fertile, le 6e millénaire est une époque charnière entre les efforts individuels de la première moitié du néolithique et les premiers véritables efforts collectifs de grande envergure de la seconde moitié. Il ne s'agit plus simplement de mobiliser et de coordonner une douzaine d'individus vers un but commun le temps d'une saison, comme par exemple la construction de la fameuse tour de Jéricho. Les sédentaires ont maintenant compris qu'ils peuvent appliquer leur génie à exploiter leur environnement à plus grande échelle avec de plus en plus d'efficacité. Cette mentalité mènera l'humanité vers les premières grandes civilisations de l'histoire, en accentuant les inégalités sociales, car elle engendre par la même occasion des élites et des classes d'individus qui ne sont pas impliqués directement dans la production de nourriture. Et bien entendu, les conflits vont se durcir pour obtenir le contrôle de certains territoires où l'on retrouve des ressources prisées. L'autorité d'un chef d'une petite tribu, comme celle d'un mâle alpha, est facile à comprendre. Il s'agit d'une poignée d'individus, d'une tribu ou d'une famille, qui reconnaissent la supériorité morale, spirituelle ou physique d'une personne. Cette autorité ne concerne que le leader lui-même, et sa portée reste limitée au groupe et aux quelques ressources à leur disposition. À la mort du leader, ou lorsque ce dernier renonce à son pouvoir, tout est à recommencer. Mais dans un large groupe, le besoin d'une figure d'autorité se fait sentir de plus en plus afin de coordonner les grands travaux publics ou pour régler certains problèmes sociaux tels les disputes de voisins ou les chicanes de succession. Dans un large groupe, le pouvoir peut aussi venir de la structure sociale, comme par exemple lorsque divers petits chefs se choisissent un chef suprême. Ce dernier, que nous pourrions qualifier de prince ou de roitelet, tient son pouvoir du fait que d'autres structures d'autorité existent déjà. Il serait impossible d'envisager un pharaon égyptien de 8 ans terroriser une population tout entière de plusieurs milliers d'habitants sans recours à des fiers à bras, des policiers ou une armée. Cette forme de leadership est onéreuse et n'existe pas à l'état naturel. Autrement dit, elle ne peut se maintenir au pouvoir sans une organisation sociale complexe déjà en place. La première vague de fermiers des îles de l'Ouest à coloniser le sud-est de l'Europe continuera sa lente progression vers l'Ouest tout au long du 6e, 5e et 4e millénaire. Comme toujours, il est difficile de savoir si la transition vers le mode de vie des fermiers sédentaires se fait pacifiquement ou par la force. Disons simplement que, pacifique ou hostile, l'arrivée de ces nouvelles populations finira par affecter l'ensemble des sociétés du Mésolithique européen. De l'Europe à la Chine, au nord des fermiers, les chasseurs-cueilleurs et les pasteurs des plaines vont tendre à évoluer vers des modèles tribaux, pendant que chaque village de fermiers au sud accumule des surplus alimentaires permettant de nourrir des populations de plus en plus grosses. Lorsqu'elles peuvent se permettre de penser à autre chose que se procurer de la nourriture, les populations peuvent enfin s'adonner à perfectionner leurs techniques d'agriculture et d'élevage, comme l'irrigation de leurs terres, mais aussi elles peuvent entreprendre de grandes constructions, travailler le métal, trouver de nouveaux moyens de transport grâce aux bêtes de somme, perfectionner les attelages, fignoler les premières faïences, inventer la roue. Évidemment, nous ne connaissons rien de chacune de ces petites améliorations locales. En revanche, il serait étonnant que ces idées soient nées toutes faites dans l'esprit humain. Chacune est le produit de longues évolutions d'essais et d'erreurs progressifs. Ainsi, les idées et les techniques des sédentaires engendrent de multiples variations en se propageant,
comme le témoignent entre autres les styles architecturaux des maisons à mesure que l'on s'éloigne du croissant fertile. Dans les régions les plus dynamiques, certains auteurs vont jusqu'à parler de civilisation. Donc, même si l'écriture n'existe pas encore, et que nous sommes encore bien loin de la prospérité des cités sumériennes ou égyptiennes. La population mondiale a légèrement augmenté en conséquence des meilleures conditions climatiques, mais elle ne dépasse pas encore 10 millions d'habitants. Nos estimés placent la domestication des bœufs et des porcs autour de 6 000 ans, bien que nous ignorons où et quand cette domestication se produit, faute de traces convaincantes pour cette époque lointaine. Dans le cas des bœufs, descendants des aurochs, leur taille et leur agressivité ajoutent au défi et poussent certains chercheurs à croire que leur domestication se serait produite à un seul endroit à partir d'un petit groupe d'environ 80 bêtes. Certains affirment que les bœufs furent domestiqués par des fermiers, mais rien n'est moins sûr. Il est tout à fait plausible que des chasseurs-cueilleurs, devenus pasteurs de troupeaux, aient effectué ce tour de force. N'oublions pas non plus que si les chasseurs-cueilleurs ne sont pas fermiers, ils sèment parfois des champs de plantes sauvages à quelques endroits stratégiques de leur territoire. Avant d'entamer notre tour d'horizon, mentionnons qu'un important glissement de terrain, partant du mont Etna en Sicile, causa un puissant tsunami autour de 6 000 ans. Voyageant vers l'est, la vague aurait ravagé toute la côte sud-européenne, la côte syro-palestinienne et la côte nord-africaine. Passons maintenant à l'Asie de l'Ouest. Les divers groupes de chasseurs-cueilleurs, de pasteurs, ainsi que les premiers villages d'agriculteurs du croissant fertile, ont tous hérité d'un mode de vie remontant à l'époque des ères glaciaires. Ce mode de vie ultra-conservateur, plus ou moins basé sur la coopération et l'entraide, aura tout de même permis à l'humanité de s'adapter et de survivre aux 4 coins de la planète. Les sociétés de fermiers semblent donc encore largement égalitaires, donc jusqu'au 7e millénaire, malgré une certaine tendance générale à évoluer vers des sociétés tribales hiérarchisées. Parallèlement à la croissance de chaque petit village, les liens familiaux et leur lignée ancestrale prennent de plus en plus d'importance. L'occupation d'un même endroit par plusieurs générations d'une même famille contribue alors à créer un sentiment de propriété du territoire occupé. L'unité de base semble être la famille, sauf qu'en orientant leur société vers la production matérielle, il arrive à l'occasion qu'un dirigeant compétent, possédant certaines qualités charismatiques, émerge au cours d'une génération et parvienne à unir la population vers un but commun. L'idée de tenir un rôle dans la communauté, tel un chaman, un guérisseur ou un guerrier, n'est pas nouvelle. La grande différence au néolithique, c'est l'ampleur de l'effort. D'une génération à l'autre, divers nouveaux rôles avec des nouveaux titres ont pu transcender les individus et prendre racine dans les mœurs. Quelques innovations apportées au four de base permettent maintenant d'atteindre des températures suffisamment élevées pour faire de la poterie, et les premières expériences avec les métaux ne sont pas loin derrière. En fait, ce n'était qu'une question de temps avant que les deux domaines se rencontrent. Les premiers martelages à froid du cuivre remontent à l'âge de pierre ancien et ne sont pas considérés comme faisant partie des vraies expériences métallurgiques. Pas plus que le fait de ramollir le cuivre en le chauffant pour fabriquer de petits objets. Autour de 6 000 ans, en Anatolie du Sud et en Mésopotamie, il ne s'agit encore que de cuivre martelé. Donc ils font des petites lames, des pointes, des perles et ainsi de suite. De toute évidence, ces premières expériences n'étaient pas directement liées à des nécessités, car il faut attendre plusieurs siècles entre les premiers petits objets inutiles, donc des bijoux et des objets de parure, et les premiers objets lourds du 5e millénaire, comme les haches plates qui apparaissent en Anatolie. Les plus anciens foyers métallurgiques connus sont en Anatolie, en Irak et en Iran, où se développe un procédé pour réduire les carbonates ou des oxydes en petits outils entre 5500 et 5000 ans. À Yarim Tepe, par exemple, nous avons des traces de plomb fondu datant du 6e millénaire, indiquant que leurs fours atteignent maintenant 800 degrés Celsius. Le cuivre fond à 1100 degrés. Cela dit, n'allons pas imaginer chaque village commencer à faire fondre du plomb. Il ne s'agit encore que de premières expériences isolées dans quelques régions connexes où une poignée de patenteux manifestent un intérêt naissant pour cette curieuse matière métallique. Tout au long du 6e millénaire, ces sociétés vont s'organiser et se complexifier. Une fois la technique de métallurgie développée, elle se propagera aux peuples voisins de Mésopotamie, du Caucase et d'Europe du Sud-Est, qui hériteront de cette technologie d'un seul coup, sans trop de tâtonnements, au cours des 5e et 4e millénaires.
La dynamique sociale entourant les premiers progrès métallurgiques implique des sociétés complexes, car il faut de nombreux travailleurs pour fabriquer ne serait-ce qu'un tout petit objet en métal. Donc, en plus de produire des surplus de nourriture, il doit faire des expéditions jusqu'aux sources de minerais, creuser le roc avec des outils de pierre, ramasser des bonnes roches qui contiennent des minerais, ensuite exposer le métal en cassant les roches en petits morceaux, puis chauffer ces morceaux à haute température pour y faire fondre le métal. Une fois le métal récolté, il faut le travailler pour en faire un objet de prestige ultime. Ces premiers objets de cuivre servent de parure et n'ont aucune utilité pratique. Donc la première utilité du métal fut de servir de sorte de bling-bling. Mais n'oublions pas que l'homme est un animal curieux, intéressé par tout ce qui est rare ou qui scintille. Bien sûr, seule une poignée de privilégiés peuvent se permettre de tels objets, qui deviennent vite des symboles de leur statut, de leur prestige et de leur pouvoir. À cette époque, les réseaux d'échange s'étendent plus loin, et l'accès aux sites de minerais ou autres ressources prisées deviennent autant de nouvelles sources de conflits. Les ateliers qui travaillent les métaux entrent en compétition pour fabriquer les meilleures pièces. Sans oublier la compétition entre les villages pour devenir des centres de distribution. En Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate, nous assistons à l'émergence de la période de Hassuna, de 5800 à 5500 ans, dont les origines pourraient être en Palestine, en Syrie ou en Anatolie. Les premiers habitants du village éponyme vivent d'agriculture, d'élevage et de chasse. Ils construisent d'abord des sortes de tentes et fabriquent des céramiques rustiques. Peu après, ils construisent de larges maisons, donc 6 ou 7 pièces entourant une cour intérieure, dans laquelle nous retrouvons parfois de grandes jarres servant à entreposer les enfants décédés. Des petites coupes sont parfois placées à l'intérieur des jarres, sans doute destinées à désaltérer leurs enfants dans l'au-delà. Les adultes, eux, sont souvent enterrés sans objet funéraire dans de simples tombes assistes. Après leur céramique archaïque, aux formes souvent arrondies, sans décoration ou avec des motifs simples peints en rouge sur fond beige, brun ou noir, ils développent ensuite leur style standard, aux mêmes formes et motifs, mais avec plus de peinture, plus de décoration et plus d'assurance dans le style. La portée de cette culture sera limitée au nord-est irakien. Notons ici qu'à cette époque, la pluie et le climat du croissant fertile permettent à certains villages d'atteindre un ratio allant jusqu'à 10:1 avec le blé. Ce ratio permet de nourrir la population croissante d'un village, mais aussi d'en conserver une partie pour la récolte suivante, en plus d'accumuler des surplus en cas de disette. La céramique de la période de Samarra, de 5600 à 5000 ans, serait d'origine locale. Surface beige bien lisse, motifs d'hommes ou d'animaux, dessins géométriques en rouge vif ou en brun-violet, cette poterie est beaucoup plus raffinée que celle de Hassuna, et elle ne tarde pas à remplacer cette dernière dans la région. Les harmonies entre les motifs et les animaux démontrent clairement que ces artisans sont aussi de grands artistes. Sans oublier certains vases en marbre translucide très esthétiques et les petites statuettes en terre cuite qui ressemblent à celles de la future période obéide, au 5e millénaire, ou même de la future culture sumérienne. Mais n'allons pas trop vite avant d'attribuer la paternité d'une de ces deux cultures à Samarra. Rien n'est moins sûr. Les habitants de Samarra sont parmi les premiers à développer une forme d'irrigation dans la région. Le village est tout de même assez prospère pour que les habitants construisent un épais mur d'argile flanqué d'un fossé de 3 mètres de profondeur, large de 2,5 mètres. Notons ici que l'irrigation n'est pas vraiment une innovation technique, puisque les hommes creusent des tranchées depuis longtemps. Ici, l'innovation est au niveau social, car il ne s'agit plus de simples rigoles, mais de canaux imposants requérant des travaux à grande échelle, d'une ampleur que nous n'avons pas encore vue jusqu'ici. Pendant plusieurs siècles, les canaux seront élargis, réparés et adaptés en fonction du lit changeant de l'Euphrate. Bientôt, quelques villages affronteront leurs voisins en amont, qui détourneront l'eau au profit de leurs champs, ou simplement pour prendre possession de leurs canaux par la force. Il va sans dire que l'eau deviendra un enjeu majeur en Mésopotamie alors que le climat deviendra de plus en plus aride. La période de Halaf, de 5500 à 4500 ans, voit l'épanouissement d'une culture dont les origines semblent provenir d'ailleurs qu'en Mésopotamie. La surabondance d'outils en obsidienne, leurs rues pavées et la présence de crânes de taureaux, donc des symboles retrouvés à Mureybet ou Çatalhöyük, pointent vers des influences d'Asie mineure.
Leurs maisons rectangulaires sont plus petites que celles des autres villages environnants et ils construisent des immeubles circulaires à toit en coupole nommés tholos, qui ressemblent étrangement aux futures tombes mycéniennes qui apparaîtront quelques millénaires plus tard. Ils élèvent des caprins et des bœufs, ils cultivent des céréales et des légumineuses. On y retrouve des amulettes de tête de taureau et des figurines représentant des femmes assises à la tête minuscule et aux énormes seins soutenus par les bras. Leur céramique est parfois considérée comme la plus belle de la Mésopotamie, toute période confondue. Faite à la main, les parois sont minces, les formes sont excentriques et la décoration rouge et noir sur fond crème, ou légèrement rosé, couvre presque toute la surface de symboles géométriques, de fleurs ou d'animaux. Avec le temps, ces poteries très stylisées seront exportées de plus en plus loin. Et il n'est pas impossible que les chefs importants de cette culture soient aussi responsables des ateliers de production de céramique. Nous retrouvons d'ailleurs de nombreux ateliers de céramique un peu partout dans la région, sans doute en réponse à une demande commerciale croissante. Nous voyons des traces de spécialisation dans la société halafienne, comme par exemple les potiers, qui peuvent être soit des hommes, soit des femmes, et qui sont responsables de la fabrication des poteries. Ces spécialistes développent des techniques comme la tournette, qui n'est pas encore un vrai tour à potier, mais plutôt une petite table ronde qu'une personne fait tourner pendant que l'artisan se concentre sur la décoration. Nous remarquons alors un changement de style où les magnifiques motifs complexes des siècles précédents sont remplacés par des symboles géométriques simplifiés et des lignes concentriques répétitives, donc beaucoup moins intéressantes à regarder. En revanche, cette technique permet d'accélérer et d'augmenter la production en permettant peut-être même à des artisans moins doués de participer. Les céramiques de Halaf sont d'abord retrouvées au nord de la Mésopotamie, puis nous en retrouvons au sud à partir de la seconde moitié du 6e millénaire. Notons au passage que les plus anciennes traces de vin connues proviendraient de Géorgie, en Caucase, donc au cours du 8e millénaire, et que les poteries permettent ainsi de répandre une autre belle invention. La culture de Halaf est située plus au nord de la Mésopotamie. Le terrain dans cette région est parsemé de collines, qui sont autant d'obstacles pour des fermiers désirant creuser des canaux d'irrigation. Heureusement pour eux, cette région reçoit suffisamment de pluie pour l'agriculture. Si cette pluie est insuffisante pour supporter une large communauté, du moins elle est suffisante pour la subsistance d'une petite famille. Ceux qui vont s'installer au sud de la Mésopotamie, où le climat est beaucoup plus sec, n'auront pas le choix de développer des réseaux d'irrigation pour suppléer au manque de pluie. Contrairement aux autres cultures néolithiques de Mésopotamie, qui s'adaptent et se morcellent en se propageant, la culture de Halaf reste authentique du Zagros à la Cilicie, c'est-à-dire un phénomène jusque-là sans précédent dans notre histoire. La culture halafienne disparaît au 5e millénaire, donc sans que nous puissions savoir s'il s'agit de conquête, de migration, d'acculturation ou d'un autre phénomène encore inconnu. Elle laissera la place à la culture d'El Obéide, qui s'étendra de la basse Mésopotamie à la côte syrienne. La Palestine, qui fut à l'avant-garde des innovations depuis le début du néolithique, tire de la patte tout au long du 6e millénaire, sauf au nord, où l'Asie mineure souffle un peu de dynamisme à quelques établissements. Au Jourdain, la culture Shar Hagolan émerge suite à leur contact avec la Mésopotamie. Sur l'île de Chypre, les influences menant aux premières céramiques restent ambiguës, mais bientôt, au début du 5e millénaire, apparaîtra la culture Sotira, qui fabrique des poteries. Des influences égyptiennes ne sont pas à exclure puisque nous avons retrouvé de la coralline à Kirokitia. Ce minerai, qui sert à faire des perles de collier, aurait sans doute été importé du Sinaï, Wadi Araba ou de l'Égypte. Passons maintenant à l'Europe. Les populations agricoles du sud-est des Balkans, comme les cultures Cucuteni-Tripilian, de Gumelnitsa-Karanovo-6, de Vincha, de Tizapolgar et ainsi de suite, seront parmi les premières à expérimenter et fabriquer des objets de cuivre à partir de la fin du 6e millénaire. Pour le moment, nous ne pouvons pas encore parler de chalcolithique, donc de l'âge du cuivre, puisque les populations danubiennes et les autres fermiers de la région, donc le groupe Starchevo-Koros-Chris, ne font que marteler le cuivre à froid pour en faire des objets de parure, comme des perles et des épingles. Autrement dit, nous parlons ici de petits objets très exceptionnels et peu communs,
dont l'usage se répand doucement au cours du 6e millénaire jusqu'aux civilisations de Boyan, de Hamangia ou de Vadastra, qui émergent à la fin du millénaire. Nous retrouvons de la céramique décorée avec des dessins géométriques rouges sur fond crème de l'Asie mineure à l'Italie. Et nous devrons attendre le 5e millénaire avant que les cultures se précisent dans chaque région. Cela dit, ces populations occupent de vastes territoires, sont encore peu denses et les contacts entre elles sont ténus. Donc, il existe tout de même quelques différences de style selon les régions, comme par exemple la céramique sur fond rouge ou brun du Péloponnèse. De plus, la céramique n'est qu'un seul aspect de leur culture. Et les différences entre les cultures dépassent sans aucun doute les variations de style de leur vaisselle. Dans les villages d'agriculteurs des plaines de Thessalie, en Grèce, la continuité d'occupation des sites nous permet d'observer la progression du style rouge sur fond crème, des premières céramiques, vers la céramique peinte en rouge ou brun sur fond blanc de la culture Sesklo, qui s'épanouit à partir de 5700 ans. Les nouvelles incursions de fermiers à l'ouest des Balkans ont des traits culturels proches des populations du Levant, mais pourraient tout aussi bien être originaires des Balkans. Au début du 6e millénaire, leurs traces progressent de la région d'Épire et Corfou, au nord de la côte adriatique, vers l'Albanie et la Dalmatie, pendant que d'autres partent s'installer au sud de la péninsule italique. Leur poterie, couverte d'empreintes de coquillages, serait à l'origine de la culture de céramique cardiale qui se répand vers l'ouest tout au long du millénaire. Ces peuples coloniseront la Sicile, la côte ibérique et vont pénétrer le continent vers le Portugal et vers le centre de la France. Les premières traces de murs dans les villages d'Albanie remontent à la fin du 6e millénaire ou au début du 5e. La plupart semblent servir à soutenir des maisons, mais à l'occasion, certains ont pu servir de protection. Au sud de l'Italie, les habitations sont entourées de fosses creusées en forme de U. Cette pratique étrange se répand dans la région autour du 6e millénaire. Était-ce pour se défendre? Pour amasser ou pour détourner l'eau de la pluie? Pour délimiter le territoire cultivé? Ou encore pour empêcher leurs animaux de se sauver? Nous l'ignorons. Et même si la plupart des sites ne sont encore que des hameaux de quelques familles, la densité de la région atteint presque une maison par kilomètre carré. Ils cultivent une plus grande variété de plantes et l'élevage dut combler leurs besoins en viande, car ils ne mangent pratiquement plus d'animaux chassés. Tout au long du 6e millénaire, les populations de fermiers au sud de la péninsule italique vont influencer leurs voisins par leur mode de vie, soit par colonisation, soit par assimilation des populations locales. Nous en savons encore trop peu pour trancher. Ces influences vont ensuite entraîner le développement de nombreuses cultures à saveur locale, chacune inspirée de son passé chasseur-cueilleur. Passo di Corvo est certainement un cas d'exception, où 3 villages voisins se sont imbriqués pour former un grand village central de 130 hectares. Donc, nous estimons 30 à 35 familles pour une population d'environ 200 personnes. Le village était entouré d'un grand fossé non fermé. 2 autres fossés en L délimitent 40 autres hectares, et un peu partout autour des maisons, nous retrouvons une bonne centaine de tranchées en U. Les travaux collectifs d'envergure semblent se limiter au fossé, qui mesure 4 mètres de profondeur par 5 mètres de large et totalise 5 kilomètres de long. Répétons à nouveau que pour cette époque, ce village italien demeure un cas unique. Au nord de l'Italie, les chasseurs-cueilleurs se rabattent sur la plaine du Pô pendant qu'apparaissent de nouvelles cultures. Vaux en Lombardie, Isolino sur la rive du lac de Varèse, Fiorano en Émilie et en Vénétie, et Fagnigola près de Pordenone. À partir de la seconde moitié du 6e millénaire, les fermiers occupent les 2 côtés de l'Adriatique, et les céramiques à motifs rouges sur fond crème sont trouvées tout le long de la côte jusqu'en Asie mineure. Au cours de la transition vers le 5e millénaire, le style des céramiques se morcelle en divers styles locaux, alors que plusieurs populations de la péninsule italienne abandonnent leurs fermes pour un mode de vie plus mobile, en devenant pasteurs-éleveurs de chèvres et de moutons. À titre d'exemple, les céramiques de Gabane se démarquent par leurs empreintes de coquillages sur une couleur de fond et diffèrent des styles retrouvés en Méditerranée centrale. À cette époque, les îles de Sardaigne et de Corse semblent plus associées aux cultures de France et d'Espagne. Ils élèvent des chèvres, des moutons et des porcs, mais on n'y trouve aucun chien ni aucun bœuf domestique.
la terre, source de nourriture et de vie, offre diverses cavernes ou fissures qui permettent d'accéder à ses entrailles souterraines. Les cultes chtoniens, donc les cultes de la terre, vénèrent la terre comme un corps vivant responsable du cycle des saisons, donc intimement lié au cycle naissance, vie, mort des plantes, et donc semence, culture, moisson des fermiers. Forcément, quelques cavernes aux galeries mystérieuses sont devenues des lieux sacrés où offrandes, cérémonies et parfois même, peut-être, des sacrifices humains ont pu louanger la générosité bienfaisante ou implorer l'apaisement de la nature. De nombreuses grottes italiennes, au réseau complexe de galeries, ont d'ailleurs servi de tels lieux de culte, c'est-à-dire au cours des 5e et 4e millénaires. Dans la grotte de Piccioni, dans les Abruzzes, 16 cercles de pierre et d'argile ont été retrouvés, contenant des restes d'un bébé, des crânes d'enfants, des os d'oiseaux enfouis dans des boules d'argile mêlées à de l'ocre et des ossements d'animaux. La céramique associée appartient généralement à la culture de Ripoli, donc datant du 5e millénaire. Dans la grotte de Continenza, aussi dans les Abruzzes, nous retrouvons des céramiques contenant des ossements d'enfants calcinés, ou encore de l'ocre mêlé à des os humains recouverts par des restes brûlés d'un adulte. Dans la grotte de Sant'Angelo, à Civitella del Tronto, nous avons trouvé des fosses contenant des mélanges d'ossements humains, d'animaux, de céramique et de pommes sauvages. Dans la grotte de Scaloria, des feux furent allumés autour d'une cuvette à vasque taillée, pendant que des poteries, placées sur des stalagmites cassés, récoltent l'eau qui coule du plafond. Plusieurs endroits entièrement façonnés par la nature ont inspiré les populations à en faire des lieux sacrés, et parfois de les transformer en sanctuaires. Le caractère universel de ces endroits et la densité plus élevée des populations, donc depuis la dernière glaciation, permettent une continuité des rites et cérémonies, et peuvent contribuer à créer, au fil des générations, des ensembles de connaissances réservés aux initiés. Les forêts à feuilles caduques, en expansion depuis la fin de la glaciation, s'arrêtent brusquement aux frontières des agriculteurs du Sud. Un peu partout, ces fermiers ont même certainement brûlé des forêts entières avant de transformer la terre en champs cultivés. On retrouve des traces d'agriculture en Italie dès la fin du 7e millénaire, puis dans l'arc Ligurie-Andalousie au cours du 6e millénaire. Et finalement, c'est le tour des forêts catalanes de reculer face aux populations du Cardial, donc au 5e millénaire. Lorsque la poterie fait son apparition en Sicile, les pêcheurs du Mésolithique laissent la place ou se convertissent à l'économie agricole du Néolithique. Autour de 5500 ans, la céramique de la culture Stentinello change de style. Ils construisent des murs à double parement et voyagent régulièrement par bateau, un mode de transport qui devient de plus en plus fréquent. Ces marins vont chercher des roches obsidiennes sur les îles éoliennes pour les échanger avec les diverses peuplades de la péninsule italienne. Et nous retrouvons leur poterie jusqu'en Tunisie. Les premières poteries sur l'île de Malte appartiennent aussi à la culture Stentinello. Tandis qu'en Corse, où apparaissent alors les premiers villages, des moutons, récemment domestiqués, se sauvent dans la nature et retournent à l'état sauvage. Notons ici qu'une importante éruption volcanique eut lieu autour de 5677 ans, ou 5760, donc disons 5700 pour couper la poire en deux, au Puy de Dôme, dans le Massif central, donc en plein cœur de la France. Cette explosion propulsa des débris à plus de 100 km à la ronde. Non pas que cet événement soit plus dramatique que d'autres catastrophes naturelles, mais il est bon de se rappeler que la nature vient souvent bouleverser la vie des gens vivant dans chaque région. Au cours de la lente progression des fermiers, de la Provence française au Portugal, ils introduisent l'agriculture et l'élevage, donc surtout des chèvres et des moutons, et fabriquent une céramique que l'on nomme cardiale, puisqu'elle est décorée d'empreintes de coquillages, les cardiums. Si ces populations n'ont clairement pas inventé ces techniques de poterie, leurs divers styles aux formes souvent rondes et aux motifs abondants montrent qu'ils sont tout de même créatifs et originaux. Cela dit, la diversité en Europe est moins marquante en Europe de l'Ouest qu'à l'Est. Est-ce à cause de l'origine commune et plutôt récente des premiers fermiers à s'installer à l'Ouest? Ou encore à cause de l'isolement des cultures locales? Au contact des fermiers, les chasseurs-cueilleurs de cette partie de l'Europe semblent vite délaisser la chasse pour l'élevage. Mais la grande majorité
restera longtemps nomade. Dans le nord européen, Oleneostrovski Mogilnik aurait été fréquenté régulièrement, sinon en continu, et cette petite île de 2 km² serait devenue une sorte de centre rituel pour les populations environnantes de Finlande et de Russie. Cet endroit aurait servi de cimetière à une société complexe du 7e millénaire, de 6700 à 6000 ans. Ou encore, d'autres auteurs y voient plutôt les lignées de 2 familles. Ici, il n'y a aucune poterie ni village. Par contre, nous avons retrouvé environ 500 cadavres, la plupart étendus dans un axe est-ouest, mais 4 sont enterrés debout. Ils sont enterrés avec des objets et des bijoux, parfois aussi avec des figurines de wapitis ou de serpents. La plupart des corps retrouvés sont des mâles, enfouis avec des outils typiques de tâches masculines, comme des pointes, des harpons, des couteaux, des dagues. Certaines tombes plus riches, presque toujours des jeunes mâles, contiennent des colliers de dents de wapiti, d'ours ou de castor, ou encore des défenses de porcs sauvages. Situé dans une région riche en plantes et en animaux, Skateholm est un vaste terrain plat de lagunes et de petites îles, ayant sans doute servi aux regroupements hivernaux. À la toute fin du 6e millénaire, les chasseurs-cueilleurs construisent des petites maisons de broussailles et des tentes de peau animale. Contrairement à Oleneostrovski Mogilnik, la plupart des morts de Skateholm sont enterrés individuellement, en proportion égale entre hommes et femmes, dans toutes les positions et dans toutes les directions. Dans le plus ancien cimetière, les chiens sont enterrés avec leur maître, alors que dans le cimetière récent, les chiens ont leur propre cimetière. Donc ici, ils sont enterrés au même titre qu'un humain. Quelques-uns des corps ont des blessures qui auraient pu être infligées par d'autres hommes. Les mâles ont 3 fois plus de blessures à la tête et 4 fois plus de blessures de flèches que les femmes. Plusieurs fractures du crâne au côté avant-gauche auraient été causées par des droitiers munis d'un objet massif, alors qu'un crâne en particulier aurait reçu 6 coups de hache. Pourquoi cette violence? S'agit-il de nomades revenus pour découvrir leur site occupé par des sédentaires ou par d'autres groupes? S'agit-il de rivalité pour l'accès aux ressources? Les combats organisés et les armées n'existent pas encore, mais en revanche, la pratique d'intimidation par raid ou razzia, afin de voler de la nourriture, des animaux, des femmes et des enfants, est fort envisageable à cette époque. Rappelons à nouveau que la violence entre hommes est encore relativement absente avant le 6e millénaire. Évidemment, de toutes les époques, il y eut des cas de violence, de vengeance et de cruauté. Et comme certains gestes ne laissent pas de traces, comme omettre simplement d'aider quelqu'un en détresse ou de priver un groupe rival de nourriture, la violence reste difficile à évaluer. Depuis la fin de l'ère glaciaire, la nouvelle abondance de ressources dans le nord européen permit à la population de grossir, mais la fonte des glaciers fit aussi augmenter le niveau de la mer en réduisant l'espace habitable. Les nomades dépendent des plantes et des animaux de la forêt. Et ils doivent se déplacer avec le gibier. Mais aux endroits moins pourvus en ressources, les tensions et les conflits entre groupes augmentent. Il est donc normal qu'à certains endroits, diverses peuplades soient en compétition pour les ressources limitées. Malgré les traces de commerce entre nomades et sédentaires, l'apparition des premiers fermiers en Europe du Nord, donc entre 6000 et 4400 ans, coïncide étrangement avec une augmentation des traces de violence. D'un autre côté, il est possible que la rareté des ressources, en comparaison avec le mode de vie des fermiers, ait facilement fait des convertis. Si c'est le cas, il est fort à parier que les chasseurs-cueilleurs plus âgés aient perçu ces nouveaux étrangers comme un danger pour leur tradition ancestrale. Après la céramique à motifs rouges sur fond blanc, propagée par les fermiers de la mer Égée, les fermiers du Danube et de la plaine de Hongrie engendrent la culture rubanée, aussi nommée céramique linéaire, ou encore Linearbahn Keramik en allemand, à partir de 5700 ans. L'expansion rapide de ces peuplades est due au fait que les densités initiales sont très faibles et que leur mode de vie consiste à brûler les forêts pour cultiver la terre tant qu'elle est fertile, avant de se déplacer ailleurs et recommencer. Ils se répandent vers l'est jusqu'en Ukraine, vers l'ouest jusqu'en Europe centrale, et la densité des populations d'Europe centrale passe de 1 habitant par 1000 km² à 1 habitant par 125 km² en 4 ou 5 siècles seulement. Ces cultures vont influencer les cultures des Balkans au sud-est,
la culture de la céramique cardiale au sud et à l'ouest, et les cultures du nord européen pendant près d'un millénaire. Les maisons des cultures rubanées sont longues, faites en poutres de bois, et les habitants préfèrent les bœufs aux chèvres et aux moutons. D'après certains chercheurs, il s'agirait de chasseurs-cueilleurs qui, au lieu de se mêler aux fermiers, auraient copié les techniques de ces derniers en développant leur propre culture mieux adaptée à l'environnement. L'uniformité de leur culture serait due à des vagues de colonisateurs qui partent s'établir toujours plus loin à chaque génération, jusqu'à 25 km par génération, en perpétuant l'idéal de leur culture d'origine. Ce conservatisme se voit surtout chez les peuples en marge de leur territoire, comme ceux qui s'établissent dans la région de Paris et qui vivent presque exactement comme les peuples de la République tchèque plusieurs siècles auparavant. Chez les peuples à céramique linéaire, l'unité de base semble être la famille, chacune étant indépendante des autres, avec, peut-être, des prises de décision communes en temps de crise. Leurs sites d'habitation sont difficiles à interpréter, car lorsqu'une famille meurt ou qu'elle quitte le groupe, leur maison est laissée à l'abandon. Mais nous estimons la population moyenne de chaque village autour de 30 à 50 personnes. De plus, n'oublions pas que les fermiers tournent annuellement la terre avec leurs arères. Et tourner la terre est une excellente technique pour les agriculteurs, mais en ce qui nous concerne, cette pratique aura détruit les traces archéologiques de leur époque. Dans l'ensemble, les tombes ne contiennent aucune trace d'individus plus riches ou plus puissants que les autres. Et nous n'avons ni de traces de croyances religieuses, ni de rituels élaborés. Disons simplement que leurs cimetières, situés à l'extérieur des villages, sont pour la plupart mal préservés, et notre portrait de leur culture demeure incomplet. Nos premiers ancêtres Homo sapiens sont apparus autour de 150 000 ans, ou peut-être 250 000 à 350 000 ans, selon les derniers estimés. Et vers 10 000 ans, nos ancêtres finissent par remplacer toutes les anciennes espèces en colonisant tous les continents habitables. En Europe du Sud, certains généticiens croient déceler des gènes de Néandertal dans les populations actuelles. Mais surtout, nos études sur l'ADN des mitochondries, donc ces petites bactéries à l'intérieur de nos cellules qui sont entièrement transmises par nos mères, donc ces études démontrent clairement qu'une lignée d'immigrants serait venue d'Asie de l'Ouest au cours du 6e millénaire. Au Sud, environ 20 à 30 % des Européens proviendraient de cette lignée d'immigrants, tandis que le reste de l'Europe descendrait de populations très anciennes établies depuis l'ère glaciaire. De ce point de vue, les descendants des fermiers, qui quittent le Proche-Orient au 8e millénaire, semblent avoir eu un impact limité sur les populations existantes. En revanche, ces pionniers de salon, si on peut dire, et leurs franges de Turquie et du Caucase seraient à l'origine de 6 grandes lignées distinctes de langues indo-européennes évoluant en Europe. Les études génétiques confirment désormais les échanges entre le Maroc et l'Espagne, entre l'Espagne et le centre de l'Europe, le centre avec le nord, le sud, l'est et l'ouest. Bref, plus rien n'arrête les échanges entre populations, même si certaines contributions seront parfois à une direction. Grâce aux études sur les chromosomes Y, hérités uniquement de mâle à mâle, nous remarquons que certains groupes abondants disparaissent presque complètement au contact des fermiers, alors que l'ADN des mitochondries, hérité à 100% de la mère, montre que les lignées de femmes locales ne diminuent pas beaucoup. La transition des populations de chasseurs-cueilleurs vers le mode de vie des pasteurs et des fermiers se fait en à peu près un millénaire sur le pourtour méditerranéen, reléguant la chasse et la pêche au second plan. Chèvres et moutons sont élevés en premier, suivis peu après des bœufs et des cochons, mais n'allons pas imaginer ces changements comme une progression harmonieuse partout, à chaque époque, ou qu'ils étaient conscients de migrer toujours plus loin. L'apparition soudaine de toutes ces cultures diverses nous empêche de trop généraliser. De l'Asie du Sud-Ouest à la mer Égée, les habitations rectangulaires sont en briques crues. À Chypre, elles sont circulaires, soit en pierre ou en argile. Dans les Balkans, ils construisent en bois, pendant que les populations d'Italie creusent des fossés. Il y a des différences dans les matériaux utilisés pour leurs outils, dans les styles de céramique et dans les symboles utilisés, comme les poteries illustrées et imprimées du Levant, le faciès anatolien de Châtellerault, les premières manifestations du proto-Sesclo, les styles de Starchevo et de Caranovo, les céramiques imprimées de la Méditerranée centrale, le cardial d'Europe occidentale, les faciès égyptiens, les récipients à fond coniques d'Afrique du Nord,
les bateaux fréquentent les îles de plus en plus souvent depuis les premiers visiteurs du 8e millénaire, exploitant parfois des ressources comme l'obsidienne de Mélos ou en chassant la faune locale au passage. Et même si nous ignorons à peu près tout des bateaux de ces époques lointaines, nous devons admirer le courage de ces marins téméraires qui transportèrent des moutons, des porcs et des bœufs sur leurs petites embarcations précaires. Un tel niveau de gestion pour coloniser de nouveaux espaces vierges démontre bien pourquoi le néolithique est souvent qualifié de révolution. Passons maintenant à l'Afrique du Nord. Le vaste continent africain contient encore bien des mystères, et le 6e millénaire n'est pas une exception. Leurs tribus dynamiques au nord font partie des premiers rouages de domestication et la vallée fertile du Nil dut permettre à quelques groupes de fermiers de s'y installer assez tôt. Malheureusement, les crues du Nil auraient emporté ces traces au fond de la Méditerranée depuis longtemps, et notre portrait pour cette époque reste très fragmentaire. Les liens entre l'Afrique et l'Europe sont possibles via le détroit de Gibraltar, ou par la jonction Tunisie-Sicile-Italie. Malgré tout, les traces de ces contacts restent sporadiques. Les traces de bœufs domestiqués dans le désert oriental égyptien, comme à Nabta Playa, dateraient du 8e millénaire. Mais cette date très ancienne est encore contestable. En revanche, les peintures rupestres de bovidés dans les régions de Tassili-Akakkus et Lahagar, datant du 6e millénaire, et la présence d'un bœuf domestique au sud du delta du Nil, vers 5000 ans, viennent appuyer le scénario d'une domestication africaine. Dès la seconde moitié du 7e millénaire, des petites communautés s'organisent progressivement en villages d'agriculteurs et d'éleveurs tout le long du Nil, du delta à la Nubie. Les populations continuent de chasser et pêcher et vont longtemps valoriser leurs traditions ancestrales en adoptant quelques nouvelles inventions en cours de chemin. Au 5e millénaire, ils cultivent du blé et de l'orge, construisent des silos, tissent en lin, élèvent des moutons, des chèvres, des porcs et des bœufs, et, bien sûr, développent leur propre style de poterie. Les morts sont enterrés en marge des terres agricoles, avec des offrandes alimentaires, un mobilier de poterie, et sont souvent orientés vers l'ouest, donc vers le soleil qui nous quitte. La rivalité entre le nord, comme le Fayoum, Merimde Beni Salameh et El Omari, et le sud, comme Badari, El Kab, Der Taza, donc cette rivalité, qui mènera éventuellement à l'unification du Premier Empire, a sans doute ses origines au 6e millénaire. Essentiellement, l'Égypte sera une civilisation de pierre, et à cette époque, le Nord fabrique déjà d'excellents couteaux et des vases en pierre, pendant que le Sud fabrique des bonnes pointes de flèches en silex, mais surtout des poteries rouges et noires qui seront typiques des cultures prédynastiques. Jusqu'à la fin de l'Empire égyptien, même si la distinction entre Haute et Basse Égypte tendra à diminuer, elle existera quand même. Entre 5500 et 4500 ans commence une période prédynastique primitive, où les développements de l'agriculture, le travail de la pierre et la poterie atteindront pratiquement les niveaux de l'Ancien Empire. Ils se mettent à fabriquer des objets en os ou en ivoire, comme des peignes, des bijoux, des cuillères à fard, mais aussi des amulettes à figures humaines ou animales, sans oublier les tombes de cette époque qui deviennent plus élaborées et contiennent des petites figurines féminines très sexuées, destinées à agrémenter le voyage des défunts, présumément des mâles, dans l'au-delà. À la fin de la dernière glaciation, le Sahara recevait plus de pluie et n'était pas aussi désertique qu'aujourd'hui. C'est autour de 5600 ans, lorsque les pluies deviennent beaucoup moins fréquentes, que nous assistons à sa désertification extrême. Avant de terminer, regardons brièvement l'Asie orientale. Mentionnons quelques peuples dynamiques en Chine, comme la culture d'Adiwan, vers 5800 ans, où ils cultivent le millet, élèvent des cochons et font de la poterie. Donc il s'agit peut-être ici d'un foyer de domestication indépendant du sud de la Chine. Ils vont inspirer la culture Yangshao qui se développera au 5e millénaire. Vers la moitié du 6e millénaire, la culture Qinlé cultive aussi le millet et élève des cochons, où l'on a trouvé du bois gravé datant d'environ 5000 ans. Au nord, la culture Huli laisse la place à la culture Beichin, succédée ensuite par la culture Dawenkou. Sur la côte est, la culture Hemudu aux poteries noires s'épanouit à partir de la seconde moitié du 6e millénaire et sont parmi les premiers à cultiver du riz en voie de domestication.
La domestication du riz commence possiblement dès 10 000 ans. À la fin du 6e millénaire, le riz nourrit déjà des millions de Chinois. La culture Hemudu serait contemporaine des Madjiabang, sensiblement de la même région et avec qui ils ont de nombreux contacts. En Nouvelle-Guinée, les populations commencent à cultiver des racines et jettent les fondements de la culture Lapita, qui colonisera les îles du Pacifique au cours du 2e millénaire, donc grâce à leurs bateaux à double coque, plus stables et pouvant transporter de lourdes charges. Ces marins pourront faire des allers-retours vers des îles très lointaines, et cela même longtemps après que les côtes soient disparues à l'horizon. Bref, malgré l'avance de certains peuples de Mésopotamie, d'Asie mineure ou des Balkans, le reste du monde continue aussi à évoluer. En résumé, nous avons vu que les communautés de fermiers plus prospères accumulent de plus en plus de richesses et s'organisent sous l'autorité de chefs désormais capables de déployer des efforts de grande envergure pour construire des fortifications, des canaux d'irrigation, pour travailler le métal et peut-être même organiser des razzias saisonnières. La culture originelle des fermiers change en se diffusant vers l'Afrique, l'Europe et le centre de l'Asie. Et certains auteurs parlent déjà de civilisation pour décrire chaque variante. Les réseaux d'échange s'élargissent pendant qu'apparaissent les premières classes d'élite et qu'augmentent les traces de violence. La complexité des sociétés derrière la production des premières pièces métallurgiques prouve encore une fois le génie humain et l'ingéniosité de l'Asie occidentale. Les cultures de Hassuna, Samara et Halaf évoluent sur de vastes territoires de Mésopotamie, alors que les fermiers d'Europe engendrent des cultures dynamiques qui seront bientôt à l'avant-garde des progrès métallurgiques. L'Europe occidentale demeure peu peuplée, mais adopte progressivement un mode de vie pastoral, avec quelques peuplements sporadiques de fermiers aux poteries imprimées, donc le cardial ou le linéarban céramique. Ces populations brûlent les forêts environnantes et s'efforcent de défendre leur village à l'aide de murs ou de fossés. La religion semble devenir plus organisée, avec des classes de prêtres qui apparaissent à certains endroits et des sanctuaires et des cavernes propices au culte chthonien de plus en plus élaborés. Les traces de violence augmentent aussi, comme dans le nord européen, où les sites prisés sont en proie à des conflits entre populations. Pendant ce temps, l'Égypte et la Mésopotamie débutent peu à peu leur période prédynastique.